Bonjour, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Luc Charpentier. J'ai l'immense honneur d'être le directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines depuis bientôt 3 mois. Le RQMO existe depuis bientôt 12 ans, a été fondé par Gail Ouellette. Notre service phare est le centre IRAR RQMO qui offre des services d'information et de soutien pour les malades atteints d'une maladie rare. Pour y avoir accès, simplement nous visiter ou sur le rqmo.org. Une spécialiste répondra à vos questions. C'est Leïla Tidadini qui a organisé le webinaire d'aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas libre, elle a une petite urgence. Leïla est la coordonnatrice des activités scientifiques et a joint le RQMO au mois d'août pour mettre en place 2 initiatives. La première est le soutien aux inscriptions des registres. Nous avons répertorié plusieurs registres liés aux maladies rares ou destinés aux patients sans diagnostic. Ces registres sont des outils précieux pour approfondir les connaissances, soutenir la recherche, collecter et transmettre des informations et encourager la sensibilisation sur les maladies rares. En nous contactant au RQMO toujours, vous pouvez être dirigé vers ces registres ou, en cas de besoin, on peut même vous soutenir pour les remplir. La deuxième initiative est de la création de comités de soutien qui s'adressent à des personnes atteintes d'une maladie ou leurs proches pour laquelle il n'y a pas d'association ou encore aux personnes qui sont sans diagnostic. Le but est de créer des lieux de rencontre, d'éducation et de donner aux personnes le pouvoir d'agir sur leur maladie. C'est dans cette ordre l'idée qu'une communauté a été créée autour de l'hyperchylomicronémie familiale et que Laïla a invité la docteure Sophie Bernard. Nous remercions qu'elle ait accepté notre invitation et la présentation d'aujourd'hui sous le thème « Nouveaux traitements et études à venir ». Je vous prie de noter que la présentation va être enregistrée et qu'elle sera disponible sur YouTube bientôt. Évidemment, aucun de vous n'est visible. La présentation d'aujourd'hui d'environ 40 minutes, une période de questions d'environ 15 minutes suivra. Pour vos questions, utilisez le bouton Q&A, en bon français, questions-réponses, en bas de votre écran. Je laisse donc la parole au Dr Sophie Bernard, directrice de la clinique de dyslipidémie génétique de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Bonjour, Dr Bernard. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse qu'il y ait un groupe de patients pour la chylomicronémie familiale qui se constitue au Québec et de pouvoir participer aux échanges à l'aide de ces webinaires. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon... Oui, très bien. Passer à la première diapositive, voilà. Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais refaire un petit point sur la maladie. Qu'est-ce que le syndrome de chylomicronémie familiale? Parce que je ne sais pas si tout le monde a le même niveau d'information au départ. Et puis, focaliser dans la deuxième partie sur les thérapeutiques émergentes. Donc, le syndrome de chylomicronémie familiale, qu'on va abréger par SCF pour le reste de la présentation, ce sont la présence de triglycérides en excès dans le sang et qui vont excéder 10 millimoles par litre, mais bien souvent plus que ça. En fait, on va parler des chylomicrons. Qu'est-ce que c'est que ces particules qui sont donc en excès et qui contiennent ces triglycérides? Tout d'abord, ça donne un aspect lactescent, donc comme le lait au plasma. Et vous voyez, quand on fait un prélèvement sanguin, au lieu d'avoir un aspect clair, jaune clair, on a un aspect qui correspond à celui du lait ou de la crème. Et c'est donc ces particules de chylomicrons qui s'accumulent dans le sang. Alors, les lipides qui circulent dans notre sang, ils ne circulent pas librement parce qu'ils ne sont pas tous solubles dans l'eau, donc ils vont former des sphères, les lipoprotéines, pour que ce qui n'est pas soluble dans l'eau, le cholestérol, les triglycérides, se retrouvent à l'intérieur de la particule. Donc, à l'extérieur de la particule, au contact du plasma, vous avez des protéines, ce qu'on appelle des phospholipides, mais le cholestérol, tel qu'on le dose, et puis les triglycérides, ils sont à l'intérieur de cette particule parce qu'ils ne sont pas solubles. Mais il y a beaucoup de types de lipoprotéines dans votre sang.
et qui vont des plus grosses, qu'on appelle les kilomicrons, donc qui sont celles qui sont en excès et responsables des symptômes de la maladie, jusqu'à des beaucoup plus petites, et dont les plus petites étant celles qu'on appelle HDL, qui contiennent le bon cholestérol. On en a des un petit peu plus grosses, le mauvais cholestérol, le LDL, et puis des particules intermédiaires. Donc, quand on évolue de là à là, on diminue la quantité de triglycérides dans les particules et on augmente celle de cholestérol. Donc, dans le syndrome de chylomicronémie familiale, comme il y a un problème qui s'arrête à ce niveau-là, eh bien, ces particules de chylomicron sont en excès et c'est essentiellement des triglycérides qu'on va retrouver dans le sang des patients. Par contre, à l'inverse, quand le problème est ici, comme dans l'hypercholestérolémie familiale, eh bien, c'est le mauvais cholestérol qui est en excès parce que ces particules contiennent surtout du cholestérol et quasiment pas de triglycérides. Donc voilà pourquoi ce sont les triglycérides qui sont augmentés dans la maladie. Alors cette maladie, elle est génétique à transmission autosomale récessive, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une anomalie sur un chromosome chez le père et chez la mère, et que l'enfant est hérité de ces deux chromosomes atteints pour avoir la maladie. Et puis donc, il y a une chance sur 4 d'avoir un chromosome anormal de la mère et un du père, et donc d'avoir la maladie. Une chance sur 4 de ne pas avoir de chromosomes mutés et donc d'être sain. Et puis des porteurs, donc 50% des enfants logiquement vont être porteurs, avoir un des allèles qui va être anormal. Donc, quels sont les gènes qui causent cette maladie, ce problème de dégradation des chylomicrons? Eh bien, c'est principalement la lipoprotéine lipase pour au moins 90% des cas chez les sujets d'origine canadienne-française. En revanche, il y a d'autres gènes que vous voyez ici, peu importe les noms, et qui sont plus fréquents dans d'autres populations. Donc déjà, nous, sur l'île de Montréal, on a plus de mutations parfois dans ces gènes-là, et pour la lipoprotéine lipase, c'est plutôt de l'ordre de 80% que le 90%, voire 100%, si on parle peut-être près de 100% pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est compliqué, mais on va essayer de rendre ça clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'anomalie? Ça, c'est la paroi du vaisseau, des petits capillaires qui sont dans vos différents tissus. Voilà. Puis là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien ma souris, mais là, on a une grosse sphère qui correspond à votre particule de chylomicron. La LPL, c'est cette protéine, et c'est une enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit couper les triglycérides qui sont au niveau de ces particules, des grosses particules de chylomicron. C'est comme un ciseau qui va couper ça. Et donc, elle, pour agir, elle a besoin d'autres acteurs. Elle n'agit pas toute seule. Donc, elle est à la surface des chylomicrons, mais il faut qu'elle soit stabilisée, c'est-à-dire qu'elle jette comme une encre à la surface du vaisseau. Puis cette encre, c'est ça. Et ça, c'est GPI, HBP1, c'est des protéines qui donc sont accrochées d'un côté à la surface du vaisseau et puis de l'autre côté à votre chylomicron, qui stabilise la lipoprotéine qui est sur le chylomicron. Donc ça, c'est une partie. Puis, il y a l'ApoA5, donc elle est à la surface du chylomicron et elle va favoriser, elle va améliorer, si vous voulez, la paire de ciseaux. Donc, elle va comme l'agresser, puis la paire de ciseaux va mieux fonctionner que si l'ApoA5 n'est pas là, vous avez le ciseau, mais il est bien rouillé, puis il ne coupe pas bien vos triglycérides. C'est la même chose pour la peau C2. Si elle n'est pas là, la paire de ciseaux, elle marche mal. Et la peau C3, donc ça, c'est pas une des protéines qu'on retrouve mutées puis en cause dans la maladie, mais qui va être importante pour les nouvelles thérapeutiques qui sont en développement. Parce que la peau C3,
elle empêche le ciseau de bien fonctionner. Donc, si on développe des traitements qui bloquent cette protéine, ben, le ciseau, il va être beaucoup plus huilé, il va bien couper. Donc ça va être important pour le traitement, ainsi que ce nom barbare aussi, ANGPTL3, mais là aussi, on a des thérapeutiques en développement. Donc vous voyez, il y a aussi le dernier, LMF1, c'est une protéine qui va permettre à la lipoprotéine lipase de bien se déployer. Sinon, elle est comme recroquevillée sur elle-même. Elle est normale, mais un peu recroquevillée, puis comme une personne qui serait 90 ans, qui aurait plus de mal à marcher par rapport à quelqu'un qui a 20 ans, donc elle est MEF1, elle est nécessaire à ça. Donc vous voyez que oui, la lipoprotéine lipase, c'est un acteur important pour couper les triglycérides des chylomicrons, mais elle a besoin de tout un environnement pour bien s'exprimer. Donc ça reste au Québec le gène le plus atteint dans la maladie, mais il y en a d'autres qu'il faut considérer, notamment si l'enquête génétique est négative, il faut aller plus loin. Et puis, des thérapeutiques peuvent cibler non plus la LPL, mais d'autres acteurs, comme on va le voir plus tard. Donc oui, c'est une maladie rare, mais qui est quand même fréquente au Québec. Donc dans le monde, sa fréquence, c'est très variable parce que c'est difficile d'avoir des bons registres et tout, mais en général, on dit 1 à 3 pour patients atteints par million, mais ça peut aller jusqu'à 10 selon certains registres. Et donc, les porteurs, c'est 1 à 1000, 1 sur 300. Dans la population canadienne-française, la fréquence est de 100 pour 1 million. Donc, vous voyez que c'est plus si rare que ça et que les porteurs peuvent être 1 sur 100. Donc, qui n'ont pas la maladie, mais qui vont possiblement la transmettre. Et puis, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix, c'est plus de 200 sujets atteints par million. Et donc, les porteurs sont de 1 sur 50, mais c'est sûr qu'avec l'évolution génétique, peut-être que ça va se réduire parce que cette fréquence est élevée est liée à la présence de l'effet fondateur chez les Canadiens français. Donc, ceci, ça fait que certains gènes anormaux ont été surreprésentés, mais à l'inverse, il y a aussi certains gènes anormaux qui sont moins fréquents grâce à l'effet fondateur et certaines maladies génétiques rares moins fréquentes aussi au Québec. Donc ça, le fait que cette maladie rare soit un peu plus fréquente au Québec, ça nous rend parfois plus forts pour justement attirer de nouvelles études de recherche, qu'elles soient académiques ou bien qu'elles soient pour le développement de nouveaux médicaments. On va repasser un petit peu en revue les symptômes de la chylomicronémie familiale. Donc, l'exanthome éruptif, ces sortes de petits boutons orangés qui surviennent, surtout en haut des fesses, sur les faces d'extension des bras, près des coudes, et qui vont évoluer par poussée quand les triglycérides vont s'élever de façon importante. On peut aussi, lorsqu'on examine le fond d'œil des gens, on voit un aspect laiteux au niveau de la rétine, ce n'est pas aussi clair qu'habituellement. Et puis, la complication qui est la plus délétère, c'est la pancréatite aiguë. Donc, le pancréas, c'est un organe assez profond qui a une forme comme ça. Et donc, on va revenir spécifiquement sur les pancréatites aiguës plus tard. Et puis également, ce qu'on appelle l'hépatomégalie, excusez, il y a un S en trop, c'est le foie qui est augmenté de volume, surchargé en chylomicrons. Splénomégalie, la rate qui est augmentée de volume également. Des douleurs abdominales, même si ce n'est pas une crise aiguë de pancréatite, les douleurs abdominales sont nettement augmentées et plus intenses chez les patients atteints de SCF, les nausées, les vomissements, et puis, si c'est très sévère, méconnu, chez l'enfant et en adolescence, ça peut entraîner un retard de croissance. La variation des triglycérides d'un jour à l'autre est extrême. Ça, ce sont des données de notre équipe. Chaque
points sur la verticale, comme ça, chaque colonne, on va dire, est un patient. Donc, vous avez 25 patients si vous comptez comme ça. Et vous voyez l'extrême variabilité pour un patient. Là, c'est la ligne des 10 millimoles, donc à partir duquel le risque de pancréatite aiguë devient important. Vous voyez que la plupart des mesures sont là, mais parfois, on arrive là. Alors, ça peut être en post-pancréatite aiguë où le patient a fait plusieurs jours de presque jeûne, mais voyez l'extrême variation. Donc, la complication majeure, c'est la pancréatite aiguë, c'est ce que les patientes craignent toujours. Et en effet, le risque de pancréatite aiguë, là, dans la population générale, augmente de façon très nette dès que les triglycérides dépassent, disons, 5,6 millimoles par litre. Il n'y a pas vraiment un seuil parce que vous voyez que déjà, dès que ça dépasse 1,7 millimoles par litre, on a déjà une petite augmentation, mais vraiment la courbe se casse à partir de 5,6. Puis si on est à 10, 20, bon ben là, on est vraiment dans l'exponentiel. La mortalité par pancréatite chez les patients atteints de SFC, c'est rare, enfin, c'est pas si élevé que ça, mais c'est quand même 5%. Mais c'est rare d'avoir des bonnes données de registre. Donc, c'est peut-être plus que ça parce que c'est mal reconnu, la pancréatite aiguë liée à l'hypertriglycéridémie, mais enfin, c'est au moins 5%. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Donc, selon les populations étudiées, on a 60 à 80% des patients qui ont déjà présenté un épisode de pancréatite aiguë. Dans nos données à nous, donc on a des données qu'on a publiées récemment, on a 60 à 65% des patients avaient déjà eu un épisode de pancréatite aiguë. Et dans la cohorte de Dr Godet à Chicoutimi, c'est à peu près les mêmes valeurs. Et 20 à 50% des patients rapportent plusieurs épisodes de pancréatite aiguë. Nous, c'est 45% dans notre registre. Pour Dr Godet, c'est également à peu près la même chose. Donc, disons, chez les Canadiens français, ça semble être à peu près ces données-là. Donc, on a fait récemment une étude, le manuscrit là, va être soumis pour publication dans la semaine prochaine. On a regardé les admissions pour pancréatite aiguë au CHUM et au CUSUM entre 2012 et 2018. On a répertorié 1488 admissions pour pancréatite aiguë et 42 ont eu comme diagnostic relié à une hypertriglycéridémie sévère. Les deux causes les plus fréquentes de pancréatite aiguë, c'est biliaire, donc les pierres dans les voies biliaires, pour plus de la moitié. C'est ce qui est vraiment le plus fréquent. Et puis, l'alcool, 14%. Donc, en fait, si on regarde notre nombre de pancréatite aiguë qui a été rapporté lié aux triglycérides, c'est 3% des pancréatites aiguës. C'est faible. C'est à peu près en concordance avec ce qu'on retrouve dans la littérature, parce que c'est 2 à 5%, mais dans tous les cas, ça reste sous-estimé. Parce que, je vous ai dit, c'est les deux causes les plus fréquentes. Après, il peut y avoir après une chirurgie, mais sinon, bien souvent, c'est des causes pas très évidentes, on ne sait pas trop. Et dans les pancréatites aiguës sans cause vraiment retenue, eh bien, les triglycérides étaient dosés 1 fois sur 3 seulement. Donc, on ne peut pas dire que c'est sans cause évidente si on n'a pas fait un test pour dépister une des causes quand même connues et non rares de pancréatite aiguë. Donc, c'est certainement plus près des 5%, les pancréatites aiguës liées aux hypertriglycéridémies sévères. Puis, qu'est-ce qui s'est passé au congé du patient? Est-ce qu'on l'a référé quelque part pour dire vous avez eu une pancréatite aiguë liée aux triglycérides? Il faut vraiment qu'un spécialiste vous voie pour pas que ça se répète. Pas seulement un patient sur 3 a été référé à une clinique spécialisée au congé. Donc ça, on va le soumettre à publication. On pense au journal de médecine interne du Canada pour vraiment améliorer la pratique
et la connaissance des médecins qui reçoivent ces patients-là au Canada. L'autre chose qu'on a mis en évidence, qui était déjà un petit peu connue, mais on est allé un peu plus loin dans la littérature, c'est que les pancréatites aiguës sont plus sévères. Donc là, la durée d'hospitalisation, si c'est lié aux triglycérides ou bien non, c'est 9 jours versus 5. Il y a des grades de sévérité qu'on peut calculer. Eh bien, c'était 45% des patients avaient une sévérité importante de la pancréatite aiguë versus 25% si ce n'était pas lié aux triglycérides. Séjour aux soins intensifs dans près de 40% des cas, alors que c'est seulement 8% si ce n'est pas lié aux triglycérides. Et la mortalité, donc là, on n'avait pas un N suffisant pour démontrer que ça c'est très significatif au niveau scientifique, statistique. Là, notre objectif n'était pas de démontrer la mortalité parce que le N étant faible, on ne peut pas y arriver, mais vous voyez, 5% versus quand même 2% si ce n'est pas lié aux triglycérides. Donc, c'est certain que les pancréatites aiguës liées aux hypertriglycéridémies sont beaucoup plus sévères que celles d'autres causes, et notamment d'origine biliaire, qui sont les plus fréquentes. Donc, important de doser les triglycérides lorsqu'un patient est admis pour pancréatite aiguë, sauf si la cause est évidente, il a une pierre dans les voies biliaires, mais ce n'est pas du tout le cas actuellement. Et puis, si on fait ce diagnostic, il faut référer le patient parce qu'il ne faut pas qu'il récidive. C'est très sévère. Et puis, plus on va récidiver, plus le pancréas va s'abîmer avec les conséquences que ça comporte, les douleurs chroniques, avec souvent des opiacés, on peut devenir narcodépendant, et puis le diabète qui risque d'apparaître ou d'autres déficits hormonaux parce que le pancréas devient trop endommagé. Donc maintenant, je voudrais aborder un nouveau point. On a fait une étude avec Axea qui développe de nouvelles thérapeutiques, et puis donc Dr Godet et puis notre équipe de sondage. Ça, c'était, il y avait dans le monde entier, puis il y avait la partie canadienne, une étude en ligne qui s'appelait InFocus sur le fardeau de la maladie chez les patients canadiens. Donc, 37 patients ont répondu seulement, donc peut-être la moitié des patients concernés chez les Canadiens français. Et en moyenne, ils ont rapporté avoir consulté au moins 4 médecins avant d'avoir un diagnostic de SCF. 35% là, dans cette étude rapportaient des antécédents de pancréatite aiguë. Et 46% avaient été hospitalisés dans la dernière année. Donc, c'est peut-être un peu biaisé parce que c'est peut-être plus des patients qui venaient d'être hospitalisés qui se sentaient concernés par ce questionnaire. 27% disaient suivre très bien la diète très faible en gras. Et la totalité des patients rapportaient conserver des triglycérides bien au-delà de la norme souhaitée. Donc, pour tout ce qui va être présenté, ça va ressembler à ça. C'est un peu complexe. Mais en fait, quand on rapporte, la taille de la sphère dépend du nombre de patients ayant rapporté ce symptôme. Puis là, c'est la fréquence du symptôme. Donc, vous voyez que pour les symptômes physiques, ce qui prédomine pour les patients, c'est la fatigue, l'asthénie. C'est également donc les douleurs pancréatiques. Vous voyez que les sphères sont très grosses pour ces deux symptômes. Également les xanthomes qu'on voit ici. Et puis les céphalées également. Donc ça, les céphalées, c'est pas très bien exploré encore, mais on a un intérêt à poursuivre là-dedans parce qu'on ne sait pas trop bien ce que font les chylomicrons au niveau du système nerveux central. Donc, vous voyez d'autres, on sait qu'il peut y avoir des neuropathies, donc je suis désolée mais je ne pouvais pas refaire toutes les diapositives en français, là c'était trop compliqué avec ces graphiques-là. Donc, les patients qui vont décrire des anomalies de sensation au niveau des extrémités, il peut y avoir des neuropathies dans la chylomicronémie. Vous voyez donc tous ces symptômes aussi au niveau articulaire, au niveau sensation d'indigestion.
Au niveau cognitif, donc les patients rapportent souvent des difficultés de concentration, puis comme un brain fog, un brouillard. Donc ça, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut creuser dans d'autres études. Et on aura peut-être des collaborations avec une équipe au CHUM qui travaille justement sur les lipides et la neurocognition. Et puis, un point majeur, c'est l'aspect psycho-affectif. Donc, le retentissement, donc, au niveau de l'anxiété, au niveau de la peur, de l'appréhension vis-à-vis des symptômes. Donc, les patients ont beaucoup d'inquiétude par rapport aux douleurs abdominales, de faire une crise de pancréatite aiguë, ça c'est vraiment majeur. Il y a aussi donc sur leur contrôle de la maladie, sur l'aspect de dépression, également tout ce qui est relations sociales, tout ce qui concerne la préparation des repas. Et c'est sûr que chaque jour, eh bien, le patient doit planifier ses repas, puis ça, c'est quelque chose. J'ai bien aimé une fois un patient qui a dit que la maladie se rappelait aux patients au moins 3 fois par jour. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte pour nous, soignants. Donc, si on regarde l'impact sur la vie quotidienne, c'était une échelle de 1, il n'y a pas du tout d'interférence, jusqu'à 7, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez que 35% des patients se situent dans le 6-7 et puis 41% plutôt dans le 5. Et on a 24% 4. On n'avait quasiment pas de patients qui mettaient de 1 à 3. Il y a aussi donc l'impact social, l'impact sur l'emploi. Donc, en fait, si on regarde ça, il y a seulement 19% des patients qui rapportaient avoir un emploi à temps complet. Et puis, 40%, c'était du temps partiel. Si on regarde ici, on voit que pour les patients, eh bien, le fait de ne pas être employé à temps complet, c'était en majoritairement lié à la maladie. Et pour 37%, c'était pas du tout, pas entièrement lié à la maladie. Ça a aussi un impact sur le choix de la carrière avec des patients qui choisissent des carrières où il y a moins de voyages, moins de déplacements, moins de repas au restaurant pour mieux gérer la maladie. Donc, pour 9%, c'était 7. Pour 30%, c'était 6. Donc, vous voyez, 40% des patients, ça a eu un impact extrêmement important sur leur choix de la carrière. Au niveau des études, c'est un peu la même chose aussi sur les études que vont faire les patients. Perception sur l'autogestion. Donc, vous voyez, très important pour ces paramètres. Donc, tout le temps que ça prend aux patients pour essayer de prévenir l'apparition de symptômes. Donc, il y a aussi les thérapies qui ne sont pas effectives parce que des patients peuvent se voir prescrire des fibrates qui, on sait, ne sont pas efficaces dans la maladie. Que malgré une bonne adhérence à la diète, il va y avoir des symptômes. Et donc, le patient semble perdre contrôle malgré tous ces bons efforts. Donc, l'impact sur les relations sociales, ça c'est très important, puis notamment chez les adolescents, mais aussi chez les patients adultes, parce que ça peut aussi interférer. Vous voyez que c'est très important sur le fait de décider d'avoir des enfants ou pas, parce que c'est sûr que pour les femmes, ça va compliquer le fait d'avoir une grossesse, comment ça va se passer. Donc ça, on va organiser un webinaire à propos de ce sujet parce que je crois que c'est un sujet à part entière. Également, donc, comme on l'a dit, sur le travail, les voyages, tout ça, beaucoup d'impact. Et puis, les adolescents aussi, parce que ça va freiner leurs activités sociales. Vous allez être regardé un petit peu de travers si vous ne pouvez pas prendre d'alcool, vous ne pouvez pas manger une crème glacée. Donc, tout ça, soit le patient va
se retirer, être un peu reclus à la maison, soit va aller plus vers des activités sociales, mais va moins respecter la diète et est plus à risque de complications. Mais même au sein des couples, il peut y avoir des tensions parce que ces restrictions peuvent être mal comprises du ou de la conjointe. Donc, très important. Et puis aussi l'impact financier, parce que manger mieux, ça a un impact financier. Puis aussi, si on choisit un travail qui soit plus confortable pour mieux gérer la maladie, là aussi, on va avoir peut-être donc un salaire moins important. Donc, il y a vraiment un impact à tous les niveaux de la vie du patient. Et je crois que cette étude, elle vient le confirmer, mais c'est important de le confirmer, d'avoir quelque chose de tangible qui est publié, qu'on peut présenter pour enfoncer le clou. Donc maintenant, on va passer à la partie des traitements. Donc jusque-là, pas de médicaments sur le marché disponibles. C'est toujours la diète faible en gras qui reste le seul traitement. Là aussi, on va consacrer un webinaire à la diète faible, à la diète, parce que je crois que c'est important. Les patients ont toujours beaucoup de questions. Puis, si on regarde, si on lit, diète faible en gras, c'est très, très, très variable. Ça peut aller de 15 grammes par jour de gras jusqu'à 40. C'est soit un pourcentage des calories, soit un nombre absolu de grammes. Enfin, c'est variable. Donc, on aura vraiment l'occasion de reparler vraiment là-dessus. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les nouvelles thérapeutiques en développement. Avant ça, je voudrais faire un bref rappel de la thérapie génique qui a été développée puis qui n'est plus sur le marché, le Glibera. Donc, tout le monde en a entendu parler. On a dit que c'était la thérapie à 1 million qui avait disparu. Ça a été développé par des chercheurs donc, de Colombie-Britannique et des Pays-Bas. Et en fait, c'était donc le gène de la lipoprotéine lipase qui était couplé à un adénovirus donc pour pouvoir mieux pénétrer dans l'organisme. Et le traitement consistait en de multiples injections au niveau des muscles des membres inférieurs sous anesthésie rachidienne. Et le traitement comportait aussi un immunosuppresseur pendant 3 mois pour tolérer ce gène. Donc, en fait, Radio-Canada titrait l'échec du médicament à 1 million de dollars. En fait, l'Europe avait donné une autorisation de mise sur le marché fin 2012, mais beaucoup de pays ont finalement refusé de prendre en charge la médication, et notamment, par exemple, en novembre 2015, en France, la Haute Autorité de Santé disait qu'il y avait un intérêt clinique insuffisant pour permettre un remboursement. L'effet était trop modeste, trop hétérogène entre les patients. Je vais présenter les données canadiennes après, mais donc certains ne répondaient pas, puis d'autres beaucoup. Et puis, ce n'était pas durable. Au bout de quelques mois, on revenait au taux initial, et puis on n'avait pas vraiment de certitude que ça avait prévenu les pancréatites. Donc, en 2017, Unicure, qui a racheté la molécule, disait qu'elle ne renouvelait pas sa licence, et puis la Glibera est mort de sa belle mort. Donc, je sais qu'Unicourt travaille sur une nouvelle formulation, puis peut-être des coûts raisonnables, mais le problème, c'était ça. Donc, ça, c'est l'étude rapportée par Dr Godet en 2013 sur la cohorte du Québec. Donc, on voit des résultats très hétérogènes. Certains patients ont baissé de 72%. Ça, c'est super, mais d'autres 5%. Quasiment pas d'effet. Donc, très, très hétérogène d'un patient à un autre. Et puis, en 16 à 26 semaines, dans cette cohorte, on revenait à son taux de base. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu au moins, peut-être une fois, si ce n'est pas 2 par année, refaire ces injections sous rachianesthésie pour le patient et prendre un traitement d'immunosuppression de 3 mois. Donc, pour un effet qui n'était pas certain, donc on aurait peut-être pu sélectionner ceux qui répondaient pour le refaire. Donc, ce traitement
n'existe plus. Peut-être qu'une nouvelle formule va apparaître, mais pour l'instant, rien de neuf. Puis donc, toujours, est-ce que les pancréatites étaient moins fréquentes? On ne pouvait pas le prédire avec ceci. Donc maintenant, au lieu de vouloir améliorer la fonctionnalité du gène en cause, la lipoprotéinase, on va essayer de réduire la quantité d'autres protéines qui interviennent, excusez pour la faute d'orthographe, dans la dégradation des particules riches en triglycérides, puis aussi dans leur production. Donc, on en a parlé, il y a l'ApoC3, donc qui, elle, empêche le ciseau d'être bien huilé. Donc, on va développer des traitements qui vont l'inhiber, diminuer sa synthèse, et puis aussi ANGPTL3. Donc, à base de quoi sont ces thérapies? À base de deux types. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle les ASO. Donc, c'est des oligonucléotides antisens. Donc, en fait, donc vous savez que vous avez votre gène, donc l'ADN qui est copié en ARN. Et donc, on va aller, l'ARN, normalement, va ensuite se traduire, comme on dit, en protéines. Mais en fait, il va y avoir un petit bout d'ARN synthétique, cet ASO, qui va se coupler à l'ARN natif que vous avez produit, et puis il va le détruire, cet ARN, et donc la protéine ApoC3 ou ANGPTL3 ne va pas être produite comme habituellement. Ça ne passe pas les barrières hémato-encéphaliques, donc ça ne va pas vers le système nerveux central ni au niveau placentaire. Alors là, on a quand même déjà des données avec un ASO de première génération qui empêche la production donc, de l'ApoC3. C'est le volanesorsen. Donc, on a 2 patientes qui sont encore sous ce traitement via un accès spécial. Et donc, le Velivra. Et cette étude approach était spécifiquement dans la population de chylomicronémie familiale. Donc, il y avait 66 sujets qui recevaient 300 mg sous-cutané chaque semaine pendant 52 semaines de volanesorsen. Donc là, vous voyez qu'on doit faire une injection chaque semaine sous-cutanée, mais c'est le patient qui se la fait lui-même à son domicile. Et puis, vous voyez que, eh bien, on a une réduction qui est importante, de près de 80%, et qui va rester en dessous d'au moins 60% à long terme. Donc, une très bonne diminution et qui reste stable dans le temps, bien sûr, avec le traitement qui se poursuit. Alors, des effets peuvent être différents entre patients, puis il peut y avoir peut-être une petite remontée parce que quand on sait qu'on a un traitement qui marche très très bien, que nos triglycérides réduisent de 80%, on se dit qu'on peut peut-être augmenter un petit peu notre quantité de gras qu'on mange puisqu'on est moins à risque de pancréatite, puisqu'on peut avoir des triglycérides qui sont parfois bien en deçà des 5,6 millimoles, où le risque commence à augmenter. Donc, les pancréatites aiguës, il n'y a pas pu avoir de réponse en termes de oui, c'est significatif ou pas, parce qu'on s'adresse à une maladie rare et la complication ne survient pas chez tous les patients, donc c'est encore plus rare. Mais si on regarde les résultats pour les patients en globalité, donc c'est pas significatif, 3 patients dans le groupe placebo ont présenté au total 4 épisodes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui a eu 2 épisodes de pancréatite aiguë, puis il y a un patient sous volanesorsen qui a présenté un épisode de pancréatite aiguë. Mais si on regarde les patients à risque, c'est-à-dire ceux qui avaient fait des épisodes de pancréatite fréquents dans les 5 dernières années, parce que ceux qui n'en avaient jamais fait, ou bien qui en avaient fait un il y a 30 ans, ils avaient sûrement moins de chances d'en refaire. Mais si on regarde ceux qui en faisaient, donc on avait 4 patients qui, dans les 5 dernières années, au total, il y avait 17 événements, donc, et au cours de l'étude, eh bien, 3 patients donc, ont présenté au moins une pancréatite aiguë, donc 4 au total. Alors que chez les 7 patients qui présentaient des épisodes 24 au cours des 5 dernières années, aucun
n'a présenté d'événement de pancréatite aiguë sous volanesorsen. Donc là, c'est significatif. Bon, statistiquement, méthodologiquement, on ne doit pas regarder ça, on doit regarder ça. Mais ça, dans une maladie rare, une complication de maladie rare qui est encore, donc ça fait encore plus rare, ces analyses statistiques, c'est difficile. Ça ne sera jamais vraiment possible d'atteindre une significativité. En plus, au cours des études, les patients qui sont sous placebo suivent mieux leur diète parce qu'on les voit régulièrement, parce qu'ils doivent avoir de conseils du nutritionniste que dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui fait que, on ne veut pas rembourser parce que non. Mais si on regarde ça quand même chez ces patients qui faisaient des pancréatites quand même fréquemment dans les années avant d'être inclus, eh bien, ceux qui étaient sous traitement, parmi les 7, ils n'en ont pas refait. Donc, il y a une tendance, c'est vraiment encourageant. Et puis, si on a un médicament qui réduit de 80% les triglycérides au long cours et que les valeurs sont en dessous du 5,6, la quantité de chylomicrons circulantes, elle est faible. Donc, la pancréatite, elle vient de ces grosses particules qui vont boucher les petits vaisseaux, les petits canaux lymphatiques au niveau du pancréas. Donc, forcément, ça doit diminuer. Mais atteindre une statistique scientifique qui a été développée à partir de maladies comme les maladies cardiovasculaires, des études où on inclut 10 000 patients dans chaque groupe, c'est difficile à battre. Donc, les effets secondaires, je vais juste parler des deux principaux. Les réactions au site d'injection, bien sûr, ça c'est fréquent. Donc, ça peut être des problèmes de discoloration de la peau, prurite, rougeur, inflammation. Des patients peuvent aussi avoir des réactions un petit peu plus générales, comme une petite sensation grippale. Et puis, l'effet secondaire de la première génération, c'était de diminuer les plaquettes. Donc, chez 33% des patients. Donc, il n'y a pas eu d'épisode hémorragique grave, mais ça nécessitait de contrôler les plaquettes chaque semaine. Si elles baissaient, de dire non, vous ne vous injectez pas cette semaine, mais dans 2 semaines, donc un lourd suivi pour les patients des prélèvements, beaucoup, je m'injecte pas, etc. Juste pour dire qu'aussi les patients qui sont atteints de SFC ont souvent un taux de plaquettes qui peut être plus bas que la normale. Donc déjà, ils peuvent commencer avec des plaquettes un peu plus basses, peut-être parce que leur rate est plus grosse et que les plaquettes restent un petit peu séquestrées. Donc maintenant, il a été développé contre la POC3 de nouveaux oligonucléotides antisens, mais de deuxième génération. C'est-à-dire c'est comme le volanesorsen, mais il va être couplé à un petit signal qui va le faire rentrer plus facilement au niveau du foie, puis avec lequel on n'a pas observé ces nouveaux oligonucléotides antisens de baisse des plaquettes. Donc, les études sont en cours au niveau... oups, je fais une bêtise, excusez-moi. J'en étais là, non, je vais reprendre. Oups, voilà. Donc, les études sont en cours chez les sujets atteints de SCF et donc on va avoir, on a déjà commencé à recruter nous, des patients pour cette étude. Et les patients qui sont sous volanesorsen, par l'accès spécial, vont pouvoir bénéficier d'une telle étude. Donc, autre protéine dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la POC3, mais on avait aussi parlé d'ANGPTL3. Donc là, il y a aussi des oligonucléotides antisens de deuxième génération qui se développent contre cette protéine. Donc là, les résultats concernent une étude qui n'a pas été faite dans la chylomicronémie familiale, mais chez les patients diabétiques qui avaient des TG supérieurs à 1,7. On voyait une bonne réduction en fonction des doses, mais étude chez les patients atteints de chylomicronémie qui va débuter également prochainement. Nouvelle thérapeutique, donc qui va cibler les mêmes protéines que précédemment décrites, mais qui ne sont plus des oligonucléotides insistants, mais des petits ARN interférents.
ça va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça va aller dégrader l'ARN qui a été fabriqué par le patient de la protéine ApoC3, une GPTL3, et puis elle va être beaucoup moins exprimée. Donc, juste deux petits mots. Donc, un petit ARN interférent qui inhibe la production de l'ApoC3. On a déjà des réductions chez les patients avec hyper-TG sévère qui sont notables, 80%. Donc, un peu la même chose qu'on a vu avec l'oligonucléotide antisens, le volanesorsen qui ciblait l'ApoC3. Donc, il semble que dans les hypertriglycéridémies sévères, ces nouvelles thérapeutiques soient capables d'aller baisser de 80% les triglycérides, ça confirme. Donc là aussi, ça va commencer. Et puis le recrutement. Et puis ANGPTL3, donc là, c'est des données préliminaires, mais ce n'était pas des HTG sévères. C'était 30 à 60%, c'était déjà les études chez les patients sains. Donc là, on a moins de données. C'est un peu plus précoce pour savoir quelle va être l'importance dans la chylomicronémie familiale. Mais là aussi, on va avoir des études. Donc, pour terminer, beaucoup de défis dans les maladies rares. Ça ne s'applique pas forcément qu'à la chylomicronémie, hein, mais méconnaissance de la maladie par les professionnels de santé. Donc, vous avez vu, il faut consulter au moins 4 médecins. Puis, quand on arrive en pancréatite, on ne dose pas forcément les triglycérides, on n'y pense pas. Puis, même si on y a pensé, puis qu'on dit c'est lié aux triglycérides, on ne réfère pas forcément à des spécialistes. Donc là, nous, on a beaucoup de travail. Et grâce aux publications qu'on va avoir cette année, on va pouvoir commencer à faire de la formation médicale. Le retentissement psychosocial qui est très important, puis pour lequel on n'est pas très outillé parce qu'on n'a pas forcément des psychologues ou des réseaux qui nous supportent. Donc c'est pour ça que avoir une association de patients, c'est très important. Les études cliniques, incluant les sujets avec maladies rares, comme je vous l'ai dit, les critères d'évaluation sont pour l'instant similaires à ceux des maladies fréquentes comme cardiovasculaires, donc ça biaise un peu le jeu. Et puis, bien, le coût et le remboursement des traitements, ça c'est encore l'étape après. Il y a des mémoires qui ont été remis au gouvernement dans ce sens pour les maladies rares. On va voir quelle va être leur politique à cet égard. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre attention, puis je vais prendre les questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Dr. Bernard, pour cette magnifique présentation. Si vous avez des questions, juste utilisez le petit bouton question Q&A, questions et réponses en bas de votre écran et on va recevoir les questions. J'en aurais une pour commencer. On pourrait enlever le partage. Bonjour. Vous avez parlé des registres. L'importance des registres, est-ce que vous cherchez toujours des gens pour s'inscrire et quelle est l'utilité? Oui, on aimerait vraiment développer un registre pan-canadien pour les hypertriglycéridémies sévères, que ça ne soit pas forcément étiqueté chylomicronémie peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas bien, donc, tandis que si on met le terme hypertriglycéridémie sévère avec une valeur, là, les médecins pourraient référer, puis nous, on pourrait faire le tri de qu'est-ce que c'est, est-ce que ça nécessite des investigations supplémentaires, est-ce que c'est vraiment une chylomicronémie, puis ça va être dans le registre maladie rare. Mais il y a aussi des patients, comme je vous ai dit, qui n'ont pas la maladie, mais qui sont porteurs. Et là, dans la publication qu'on a fait cette année, on a montré qu'ils étaient à risque d'avoir des triglycérides quand même très élevés, plus que d'autres patients qui n'ont pas cet allèle anormal. Et leur risque de pancréatite est intermédiaire entre les sujets qui ont des triglycérides élevés mais sans anomalie génétique et la chylomicronémie. Ils ont un risque élevé aussi. Donc, c'est ça, de mieux connaître ce qu'est l'hypertriglycéridémie sévère. Et puis aussi, ça aiderait pour essayer d'établir un score de risque de pancréatite, parce que je crois qu'un des combats majeurs, ça va être ça, c'est de dire pourquoi des patients ont 40 de triglycérides. Oui, ceux qui ont 40 font beaucoup plus de pancréatite que ceux
qui ont 5. Mais pourquoi il y en a qui ont 40, qui n'ont jamais fait de pancréatite, puis il y en a qui ont 10 et qui en font à répétition. Il y a aussi une susceptibilité qui n'est pas que génétique peut-être, mais donc essayer d'aller plus loin dans les études pour établir un score de risque et dire vous êtes vraiment à risque de pancréatite et que vraiment ces nouveaux traitements émergents leur soient proposés. Merci beaucoup. On a une question qui est, j'aimerais savoir comment joindre le nouveau regroupement québécois des personnes atteintes de la SCF. Simplement envoyer un courriel à info@rqmo.com. C'est Laïla qui va vous prendre en charge et qui va vous contacter. Les rencontres ont déjà commencé. Il va y avoir d'autres webinaires. Donc, ou simplement vous rendre pour avoir cette information-là sur le rqmo.org. S'il y a des gens qui ont d'autres questions, est-ce qu'il y a des Québécois qui ont participé à la recherche ou qui vont participer à la recherche sur les médicaments? Oui. Oui. Il y a dans notre centre, on a toutes les études dont je vous ai parlé. Soit elles démarrent, soit elles vont démarrer prochainement. Et puis, on a 2 patientes qui sont encore sous volanesorsen et qui vont potentiellement avoir la 2e génération. C'est ça parce que, étant reconnu comme un centre pour les hypertriglycéridémies sévères, on a été approché par toutes les compagnies qui développent ce genre de médicaments. Puis comme ils ne s'intéressent pas forcément que à la chylomicronémie familiale, mais aussi aux chylomicronémies non génétiques, nous, on a une large banque de patients qui ont des hypertriglycéridémies sévères, qui ne sont pas forcément la chylomicronémie familiale. Mais ça, c'est important parce qu'on va attirer plus d'études académiques, d'études aussi thérapeutiques qui vont profiter à nos patients aussi atteints de chylomicronémie. Est-ce qu'on a avant un traitement, est-ce qu'on a une idée de temps? Est-ce qu'on a une idée du temps que ça peut prendre? Est-ce qu'on parle de mois, d'années, de décennies? Non, je parle d'années. Parce que les études commencent, après il faut quelques temps pour avoir les données de sécurité, tout ça, puis après il y a le remboursement, mais pour les patients qui participent aux études, ils peuvent toujours avoir le médicament après qu'il leur soit fourni jusqu'à ce qu'il soit disponible avec un mode de remboursement. Mais je pense que pour ce qui concerne donc les oligonucléotides antisens de la POC3, la 2e génération, comme il y a il n'y a pas la diminution du plaquette, il y aura moins de surveillance, ça sera moins compliqué. Si ça confirme toujours ces résultats avec les mêmes données de sécurité, on devrait quand même arriver à une mise sur le marché puis une prise en charge pour la chylomicronémie. Enfin, moi, je le crois, mais on a toujours des déboires. Mais... Si on savait l'avenir. J'ai quelque chose qui parle de très belle présentation. Merci, Dr. Bernard. Très faible en gras, difficile à suivre pour plusieurs, mais surtout souvent mal compris. Ça, c'est notre nutritionniste, Chantal. D'accord. Donc, Chantal va participer au webinaire sur la diététique que l'on fera en 2022. Puis, je vous encourage à y participer parce que vous allez avoir une experte qui va essayer de vous démêler avec les recommandations. Mais dans la littérature, il y a aussi dans les études qui ont inclus les patients, quand on parlait de faible en gras, les recommandations données aux patients, c'était variable. Moi, j'ai vu de 15 à 50 grammes, donc très, très, très variable. J'ai quelqu'un qui manque. Pouvez-vous me rappeler à quelle fréquence on doit recevoir les injections? Alors, pour les études actuelles qui ont été faites, c'était une fois semaine, mais il va y avoir possiblement des espacements avec les nouvelles molécules. Ça devrait être moins fréquent, peut-être qu'une fois semaine.
Parfait. Ben, on va finir avec cette question-là. Merci beaucoup. Merci pour votre passion. On est très choyés au Québec d'avoir des gens comme vous. Et Donc, puis, je crois qu'il y avait une oui. dernière... Les gens nous la demandent, présentation sera disponible en différé. ça va être présenté sur YouTube. Donc, le lien va être sur notre site Internet et aussi à tous les gens qui se sont inscrits à la webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel avec le lien vers la présentation. Puis moi, je voudrais remercier tous les organisateurs, le RQMO, mais aussi tous les patients. Puis j'espère qu'on va pouvoir interagir et puis, sortie de pandémie, on avait fait une fois un symposium à l'IRCM pour les patients, les familles, et puis j'avais trouvé ça vraiment très bien. On avait le projet de le faire, mais bon, la pandémie, on a tout oublié. Mais là, je pense qu'en 2022, avec les nouveaux webinaires, tout ça, il faudra qu'on organise aussi certainement quelque chose à l'IRCM avec qu'on puisse discuter de vive voix et refaire aussi ce qu'on avait fait, oui, j'avais trouvé très très bien, qui était un buffet où on mangeait ce que les patients mangent, ils avaient apporté. Et je trouve que ça, pour les soignants, c'est vraiment parlant. Très bonne idée. Parce qu'on donne des conseils, mais nous, on n'a pas ça 3 fois par jour. On appelle ça goûter à sa médecine. Oui. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Bernard. Juste pour vous dire, au RQMO, on travaille déjà sur le mois de février, donc on a des conférences qui s'en viennent, des activités. Donc, juste nous visiter pour se tenir au courant. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.